Bientôt un ouf de soulagement pour de nombreuses populations. Le bitumage de la route Niafunke-Tonka, Gundam-Tombouctou, Gundam-Biré sera bientôt une réalité. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier pour l'opération 105 milliards de francs CFA. Lutte contre la maladie à virus Ebola, les zones transfrontalières et les sites d'orpaillage des lieux à sécuriser absolument. C'est dans ce cadre qu'une mission séjourne dans la région de Sikasso. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Les surveillants de prison qui menacent d'aller en grève début janvier ont été reçus en audience ce matin par le président de la République. Les échanges avec Ibrahim Boubacar Keïta ont essentiellement porté sur l'amélioration de leurs conditions de travail et le dédommagement d'un de leurs collègues tués lors de l'évasion de prisonniers. Le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs que toutes les dispositions seront prises pour satisfaire leurs doléances. Abdoulaye Fofana, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison du Mali, à sa sortie d'audience au micro de Ibrahim Traoré. Depuis maintenant 72 heures, nous avions déposé un préavis de grève par rapport effectivement à ce que vous avez tous suivi, c'est-à-dire l'assassinat depuis au mois de juin de notre collègue adjudant Féokola Sofara à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Donc depuis ce temps, on était en train d'attendre. Nous avons demandé quand même qu'il y ait réparation, c'est-à-dire de dédommager ses héritiers. Nous aussi, nous sommes dans des conditions médiocres de travail, des conditions laissées dans les prisons. C'est un corps paramilitaire qui joue une double mission sécuritaire, qui est aussi dans la chaîne pénale. Vous voyez. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en train d'être pris dans ce sens-là. Donc nous avons demandé qu'il nous faut nécessairement un statut de nature législative. Il faut aussi l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Vous avez protesté également la libération de ces terroristes? Bon, protester, je veux dire non, parce que ça peut être une raison d'État. Nous n'en disconvenons quand même pas. Ce qui est sûr, nous demandons à ce que les héritiers de Féokola Sofara, en tout cas, soient réhabilités, sinon soient dédommagés. C'est juste la raison de votre préavis de grève? Non, mais ça, vous voyez, l'incident malheureux survenu à la grande prison de Bamako, c'est en quelque partie dû à un problème de manque de moyens. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens-là. Donc il ne faut pas que cela se répète encore. Il faut réellement que nous ayons des moyens de travail. Et qu'est-ce que le président vous a dit? En réalité, il nous a beaucoup rassurés. Nous avons même été très surpris. Il nous a beaucoup rassurés. Il a été très sensible à notre cause. Il nous a quand même promis, en tout cas par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des surveillants de prison, à travers l'octroi d'un statut de loi, la famille de Kola aussi ne sera pas oubliée. C'est le reste. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit de la nomination de M. Monji Amdi au poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette heureuse opportunité pour adresser ses très vives et chaleureuses félicitations au nouveau chef de la MINUSMA qui a su tout au long de son parcours de diplomate chevronné affirmer des qualités d'analyse et de parfaite maîtrise des dynamiques régionales et internationales. Le gouvernement de la République du Mali souhaite plein succès à M. Monji Amdi dans l'accomplissement de ses nouvelles responsabilités et réitère sa disponibilité à accompagner la MINUSMA dans le cadre de la mise en œuvre effective de son mandat pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali et dans la région du Sahel. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce matin une délégation de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali. Les discussions ont porté sur les grandes questions intéressant la vie de la nation. La délégation a également informé le président de l'hémicycle de la tenue de son congrès ordinaire le mardi prochain. Écoutons la présidente de l'UNAFEM, Aja Kadidja Togola, à sa sortie d'audience au micro de Nhoum Sissoko. L'UNAFEM a sollicité ce rendez-vous pour venir féliciter le président et tous les membres de l'Assemblée pour leur brillante élection. Ensuite, nous avons parlé de tous les sujets concernant vraiment le Mali, et surtout les femmes et les femmes musulmanes. Nous avons parlé de la participation de la femme à la vie publique, la participation de la femme aux élections. Nous avons parlé du rôle de la femme dans l'éducation des enfants, parce que nous devons quand même avoir des enfants qui puissent faire la relève. Et pour faire la relève, il faudrait que ce soit des enfants bien éduqués, qui savent ce qu'ils doivent faire et qui doivent relever justement le défi.
Donc nous avons parlé de tout ça. Nous avons parlé de la vie de la nation. Nous avons également parlé de notre congrès qui va se tenir mardi le 16 au CICB. Nous avons mis ce congrès-là sous le signe du rôle de la femme musulmane dans la recherche de la paix et de la réconciliation aussi, compte tenu de la situation actuelle du pays. On doit parler de la violence faite aux femmes. C'est la période. Donc nous allons parler de ça aussi. L'école de la République ici à Bamako a reçu vendredi la visite du ministre de l'Éducation nationale togola, Jacqueline Marie Nana, a procédé au lancement de la leçon sur le VIH-Sida. Cette activité vise à préparer les enfants des écoles fondamentales à adopter un certain nombre de comportements pour éviter ces fléaux. Compte rendu à Djoumatina. Nous avons la transmission mère-enfant. Donc vous avez vu, la mère peut contaminer son nouveau-né. Que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'accouchement, ou bien que ce soit pendant l'allaitement. Vous l'aurez compris, nous sommes ce matin en classe de 6e année de l'école de la République. La leçon du jour porte sur le VIH-Sida. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale qui a décrété ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national journée de l'éducation préventive au VIH-Sida. Nous avons décidé en amont d'organiser sur toute l'étendue du territoire, dans nos écoles fondamentales, une leçon modèle sur le VIH et le SIDA, pour préparer en amont nos enfants à adopter un certain nombre de comportements face à cette pandémie et avoir de bons réflexes. Au cours de la journée, les élèves seront informés de plusieurs aspects, entre autres, les modes de transmission et les mesures préventives au VIH-Sida. À travers cet acte, le département de l'éducation veut atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, car l'épidémie a un impact sur l'offre et la demande d'éducation. L'épidémie de VIH et de SIDA est une vraie menace pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Et également une menace pour l'atteinte de l'objectif du développement durable tout court. L'éducation demeure ce qu'il est convenu d'appeler le vaccin social, a conclu Madame le ministre. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement des Transports et du Désenclavement était à Tombouctou pour le coup d'envoi du bitumage de la route Lo numéro 3. Ces travaux de bitumage concernent les voies de Niafunke, Tonka, Gundam, Tombouctou, Gundam Direi. Le coût des travaux s'élève à 105 milliards de francs CFA sur financement de l'Union européenne. Yaya Tandina, Mahamadou Doumbia nous en parle. C'est une population requinquée qui a pris d'assaut la place de l'indépendance de Gundam, région de Tombouctou. Pour cause, elle voudrait témoigner de sa reconnaissance aux autorités maliennes pour la réhabilitation de la route Lo numéro 3, c'est-à-dire le tronçon Niafunke, Tonka, Gundam, Tombouctou et Gundam Direi. Cette route, au-delà de tout, c'est une route de la pacification, du renforcement de la paix. Et c'est pour montrer aussi qu'on n'attend pas seulement la finalisation des poules palais d'Alger et que nous sommes déjà en train de renforcer et de continuer dans ce sens-là. Et la paix n'a pas de prix et cette route aussi nous aidera vraiment à faire la pacification. Nous remercions l'Union européenne pour nous accompagner et c'est aussi pour vous montrer combien le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, tient au désenclavement, tient à ce que les problèmes de développement du Nord soient une réalité et que nous marchons tous dans ça. Financés par le Fonds européen de développement, les travaux sont exécutés par la SOGIA Satom pour une durée de 21 mois. On a pris l'avion pour atterrir à Gundam, bien à cause de la visibilité, ce n'est pas possible. Et vous savez tous bien que entre Bamako et Timbuktu, il faut 2 jours et demi. Une fois qu'on a une route goudronnée, ça sera possible dans une journée. Donc ça montre l'engagement du gouvernement, ça montre l'engagement de l'Europe de vraiment avancer les infrastructures et faire que le pays reste uni, plus même que dans le passé. Et lier Bamako et Timbuktu par une route goudronnée, c'est clé pour améliorer cette connexion, de souder le pays encore plus ensemble. Ici, le plan de sécurisation des travaux est entièrement pris en charge par l'État malien.
Les cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sont en conclave à Sikasso. Sur place, ils doivent revisiter les textes réglementaires et juridiques avant de mettre en programme les orientations stratégiques en matière d'urbanisme. Compte rendu, c'est Kokonaté. Par l'organisation de la présente rencontre, le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat veut une mise en programme des orientations stratégiques en matière d'urbanisme. Cela au moment où l'urbanisme figure au cœur de nombre de préoccupations des populations, mais aussi des pouvoirs publics. Le présent forum de quelques jours ambitionne donc d'identifier les problèmes majeurs qui empêchent nos services d'avoir l'impact souhaité et d'ouvrir des pistes de solutions dont la mise en œuvre planifiée nous permettra de projeter une nouvelle image de nos services auprès du public par une meilleure offre de services et aussi de faire respecter nos outils de planification. Pendant cette retraite, ces techniciens venus des services centraux du département et de l'intérieur du pays vont échanger sur les thèmes relatifs au circuit budgétaire, le dispositif juridique en matière d'urbanisme, le dispositif institutionnel, les servitudes et l'amélioration de la qualité de l'offre de services aux citoyens en matière d'urbanisme. Et les attentes sont fortes. La problématique de l'urbanisme et de l'habitat ayant aujourd'hui des implications fortes sur l'ordre et la sécurité publique, au regard de la pression de plus en plus forte sur le foncier, pression à des fins multiples et pas forcément orthodoxes, je ne doute point que chacun de vous donnera le meilleur de lui-même, afin que de cet atelier sortent des éléments de réponse pertinentes. À signaler que la rencontre de Sikasso qui dure 2 jours doit déboucher sur des programmes et projets pour atteindre ces résultats. Et politique maintenant, 4e congrès du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI. Les travaux ont débuté ce samedi à Sikasso. Les délégués venus de toutes les structures du parti, de l'intérieur et de l'extérieur, doivent procéder au toilettage des textes et à la mise en place du nouveau bureau politique national. Nous retrouvons Sekou Konaté. Pour ce 4e congrès du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI, les délégués sont venus de toutes les structures du parti, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et le choix de Sikasso constitue une fierté pour la section locale. Espace de libre-échange, ce 4e congrès permettra au parti de s'auto-évaluer, de faire le point concernant son organisation, les grands défis du moment et les futures orientations du parti. Sikasso marquera certainement l'histoire du parti SADI à travers les résolutions qui seront issues des travaux de ce 4e congrès. Ce 4e congrès se tient au moment où l'état de santé du parti est à hauteur des attentes. Notre parti a toujours dit et répété que pour rendre à notre peuple la maîtrise de son destin, il nous faut sacraliser entre autres 4 principes non négociables. Qu'il puisse en toutes circonstances décider sévèrement de la conduite des affaires nationales. Que les intérêts matériels et moraux du Mali et des Maliens, de partout dans le monde, soit le référentiel primordial et absolu de ses dirigeants. Que notre pays est et restera un et indivisible, que chaque Malien puisse avoir une place reconnue dans son pays, y avoir la possibilité de manger à sa faim, de se loger, d'y être soigné et éduqué, d'y travailler, d'y entreprendre, d'y accomplir ses projets. Pendant 2 jours donc, les congressistes, pour consolider les acquis, vont procéder au toilettage des textes de base en vue de les mettre en harmonie avec les exigences de l'heure, car les défis sont grands pour le parti. Le 4e congrès ordinaire de notre parti débattra de la situation politique nationale, de la vie du parti, des choix et nouvelles orientations politiques à prendre afin de renforcer son action et sa vision, orienter sa lutte et doter le nouvel organe dirigeant d'outils d'analyse indispensable pour éclairer sa marche. De nombreux partis politiques et associations invités ont saisi cette occasion pour adresser des messages au 4e congrès du parti SADI. Un congrès qui prendra fin par la mise en place d'un nouveau bureau politique national. On parlera de la place de la femme également. Dans le cadre du projet Amélioration du positionnement des femmes sur les listes de candidatures, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, et ses partenaires viennent d'organiser un cocktail dînatoire. Cette initiative vise à faire la promotion de l'égalité des sexes dans la vie politique pour la construction de la démocratie malienne. Reportage Garibou Pérou.
La représentation des femmes dans les postes électifs et la responsabilité publique n'est pas à l'image d'une démocratie mûre comme la nôtre. À l'Assemblée nationale, dans les communes, les femmes sont à la traîne en dépit de leur importance numérique. Il s'agit pour nous d'accompagner les partis politiques, les femmes militantes des partis, afin de faciliter l'inscription des femmes en des positions éligibles sur les listes de candidature et d'assurer leur émergence politique. Soutenir l'émergence politique des femmes, la cause est si noble qu'elle a pu regrouper dans un langage commun l'opposition et les partis politiques de la majorité présidentielle. Au niveau de la majorité, nous accueillons donc favorablement au niveau de l'Assemblée nationale pour tous les partis politiques de la majorité présidentielle l'avènement de cette loi à l'Assemblée. Les partis politiques de l'opposition accueillent favorablement cette cérémonie de plaidoyer organisée par le CMDID. Sur les listes de candidature, les Maliennes ont désormais le bon positionnement puisqu'elles ont le concours des animateurs de la vie politique. Pour les élections à venir, il faut qu'elles se mettent ensemble, qu'elles se forment, qu'elles s'informent et qu'elles apprennent à se porter candidates. Moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Une étude du CMDID a révélé que les obstacles et difficultés rencontrées par les femmes engagées en politique se situent à 3 niveaux. Il s'agit de la société, des partis politiques et les femmes elles-mêmes. Ces 3 hypothèses sont les vraies causes qui limitent, selon la même source, la participation active de la femme dans la vie politique. Au cours de cette soirée dînatoire, les invités ont observé 1 minute de silence en mémoire de l'artiste Fantani Touré, arraché à l'affection de tous. Le congrès de la Convention Réflexion et d'Action pour le Mali, Coréam, vient de se tenir, occasion pour ses dirigeants de dévoiler les préoccupations du parti. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Après 7 ans d'existence, la Convention de réflexion et d'action pour le Mali, Coréam, a tenu ce samedi son premier congrès. Congrès qui a été un forum de débat politique. Le président du parti, à l'ouverture des travaux, a fait l'historique de son parti. En 2007, nous avons été de l'aventure avec l'Alliance pour la démocratie et le progrès, ADP, prenant ainsi une part active dans la réélection de l'ancien président. En 2011-2012, une plateforme nous a liés à l'Union pour la République, bien entendu, et la démocratie. En 2013, enfin, nous étions les alliés de la Coréam pour l'élection présidentielle. Sa vision est l'état des lieux de la politique au Mali. Le président l'a rejeté du revers de la main. Il s'agit plutôt de susciter la réflexion afin de livrer aux Maliens les ébauches de solutions. Ces premières assises de notre parti se tiennent en un moment crucial de la vie de notre pays, où c'est tout simplement et rien de moins que le destin du Mali qui se joue. Et ce destin national, tenant aux intérêts supérieurs du Mali, doit tenir tout le reste dans l'État, y compris nos intérêts partisans et nos petites ambitions personnelles. Le Coréam est la 3e voie entre l'opposition parlementaire et la majorité présidentielle. Après avoir longuement réfléchi, comme nous l'impose le second élément du nom de notre parti, après avoir pesé le pour et sous-pesé le contre, nous pensons avoir trouvé notre voie. Nous l'avons appelé la 3e voie. Ce choix n'est pas celui de la défiance ni à l'égard de l'opposition, où nous avons des amis, ni vis-à-vis du pouvoir, où nous avons d'autres frères. Ce n'est pas non plus de l'équilibrisme. C'est simplement le refus de la bipolarisation de la scène politique malienne. Ce congrès sera sans nul doute déterminant dans la vie du parti. Un atelier d'information et de formation vient d'être organisé par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest Réao Mali. La journée a été marquée par la présentation d'une étude de 36 pages sur la situation de l'ensemble des mécanismes au Mali. Le compte-rendu de Moïse Traoré. L'organisation et la transparence sont la base de développement de l'entreprise. La création de plus-value permet de tracer les sillons d'une économie émergente et de créer des emplois. L'atelier d'information et de formation sur le gouvernement d'entreprise est organisé par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, Réao Mali. La gouvernance d'entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision accordant toute sa place à la concertation entre toutes les parties prenantes, encadrée par des lois et règles comptables assurant l'indispensable transparence. Le plan de résistance de la journée est la présentation par l'expert Koniba Sidibé de l'étude sur le gouvernement d'entreprise au Mali. Les dispositions juridiques sont en place. Tout ça est codifié par OADA. Ce qui manque, c'est d'abord que les gens connaissent que ces règles existent. Les gens ne le savent pas. Il y en a qui le savent, mais qui ne le respectent pas. Toutefois,
Le ministre de l'Industrie et de la Promotion des investissements s'est réjoui que le Mali obtienne la première place du classement zone UMOA en termes d'amélioration du cadre des affaires. Ce n'est plus l'association des individus, mais c'est l'association des nations qui font prospérer aujourd'hui. Il ne va pas bien que quelqu'un puisse vraiment tout seul se tirer l'épingle du jeu dans ce monde de globalisation. ONG internationale, le REAO compte 13 réseaux nationaux provenant de pays francophones et anglophones et plus de 300 hommes d'affaires. Activité syndicale, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, a animé une conférence de presse ce matin. C'est pour se prononcer sur la situation sécuritaire économique ainsi que les pourparlers d'Alger. La CSTM a émis des réserves sur le projet d'accord de paix élaboré et proposé par la médiation internationale. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Les questions brûlantes de l'heure de notre pays préoccupent beaucoup la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Cette conférence de presse est organisée pour échanger sur les situations sécuritaires et économiques du pays ainsi que les pourparlers inclusifs d'Alger intermaliens. La libération de Wadoussen n'est pas appréciée par la centrale syndicale. Par rapport aux négociations d'Alger, la CSTM estime que c'est un danger qui guette notre pays et invite le gouvernement à ne pas signer ce projet d'accord élaboré par le médiateur de la communauté internationale. Si nous ne faisons garde, c'est-à-dire que les générations futures ne trouveront pas un territoire, pas avec le nom Mali, et pas dans sa dimension actuelle. Ce n'est pas un combat que nous engageons contre un chef d'État ou bien contre un gouvernement. Nous engageons un combat parce qu'on nous amène dans du faux. Nous ne sommes pas d'accord. En ce qui concerne le contrôle physique des fonctionnaires de l'État, la CSTM affirme que l'organisation n'a pas été à la hauteur. Séjour samedi 13 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 0 nouveaux cas confirmés séjour. 0 suspect séjour. Le nombre de personnes contacts est de 13. Le nombre de contacts suivis séjour est de 13. Le nombre de contacts non vus est de 0. Soit un taux de suivi de 100%. 2 cas en traitement dans le centre spécialisé de Bamako ont été traités, guéris et libérés respectivement le 28 novembre et le 11 décembre 2014. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts suivants. Il s'agit du 80 00 89 89, le 80 00 88 88 ou le 80 00 77 77. Maintenant, en image, les imams et prédicateurs du district de Bamako se mobilisent contre la maladie à virus Ebola. Ils sont réunis depuis ce matin à la faveur d'un atelier de formation. L'activité est organisée en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Mali. Compte rendu, Tchemogo Sagara. La connaissance de la maladie du virus Ebola, ses modes de transmission, les manifestations du virus, quel comportement adopter face à un malade, tels sont entre autres les sujets abordés au cours de cet atelier. Les imams et prédicateurs de Bamako ont aussi compris pourquoi il faut vite amener le malade dans un centre de traitement. Qu'il faut-il faire pour se protéger du virus et arrêter sa propagation? Nous pensons que les imams et les prédicateurs ont un grand rôle à jouer. Ce sont des leaders de la communauté. Ce sont
sont des gens très respectés et très importants. Et je sais qu'on les écoute beaucoup. Et donc, on voulait absolument avoir leur engagement pour qu'ils puissent apprendre tout ce qu'il faut apprendre sur la maladie. Le présent atelier fait partie d'une série de formations contre Ebola lancée le 1er décembre par le Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif qui est visé, c'est de bien former les imams, outiller les imams avec des informations très fiables, très correctes. Et à la fin de cet atelier, nous serons conscients que les imams sont bien outillés. Les participants se disent bien formés et désormais bien outillés pour donner la bonne information pendant les prêches et sermons. Certes, quand quelqu'un est malade, un proche, donc vraiment on veut le toucher. Mais là, en fait, c'est très grave. Ces conseils, vraiment, on doit les pratiquer. Je vais faire passer le message comme quoi l'Ebola existe vraiment. Il existe en Afrique, il existe au Mali aussi. L'atelier a été possible grâce à l'accompagnement du CDC d'Atlanta. Les Lions Club de la zone 121, à travers 2 des clubs, viennent de boucler une semaine de réalisation d'actions de bienfaisance dans le cercle de Kati. D'abord au Chachi de Kati, c'est Bamako Coris, accompagné des Lions de la cité, qui a remis du matériel de santé suivi d'une grande sensibilisation ciblée sur la piscose qui provoque le virus Ebola. Ce don est composé de matériel orthopédique, de prothèses, de fauteuils, de gel à main, de kits de chirurgie et de lavage de mains pour une valeur d'un peu plus de 15 millions de francs CFA. Autre grand titre de l'actualité, s'assurer de l'effectivité des mesures prises par le gouvernement pour freiner la transmission de la maladie à virus Ebola dans les zones transfrontalières et sites d'orpaillage. C'est l'objectif d'une série de visites inopinées entreprises par le professeur Sambasso et son équipe. Première étape de cette tournée, la 3e région, la délégation a visité la frontière Mali-Côte d'Ivoire à partir du cordon Zégoua ainsi que le cercle de Kadiolo. Envoyés spéciaux à Lunadiara, Magamfin Konaté. À Zégoua, agents de sécurité et services de santé travaillent en étroite collaboration. Les passagers sont systématiquement flashés à la descente des bus. Un registre de tous les passagers avec lieu de provenance et destination indiquée, une adresse de destination et un numéro de téléphone sont laissés par chaque passager et l'adhésion des usagers est totale. Dans cette zone, la notion de frontière est trop abstraite. À côté de cet impressionnant dispositif, nous avons des motos-taxis qui font la navette entre Zégoua au Mali et Pogo en Côte d'Ivoire. Pour les professionnels de ce secteur, Ebola ne constitue pas une crainte car nul ne peut échapper à la mort, nous a-t-on confié. Il urge d'initier des séances de formation à l'attention de cette frange de la population qui constitue un relais très dangereux de transport du virus. Autre faiblesse du dispositif, les transporteurs, chauffeurs, convoyeurs et apprentis n'ont reçu aucune formation pour faire face à d'éventuels cas suspects. Vous avez tout à fait raison. Les transporteurs ne sont pas informés ou sensibilisés à fond, notamment les tricycles, ce qu'on appelle les mototaxis. Ce n'est pas seulement à Zégoua, même à Kourémalé et à Kenyeba. On a eu l'occasion d'en demander et ils sont d'ailleurs les plus impatients. Ils refusent d'obtempérer et souvent la sécurité utilise un peu les méthodes un peu fortes. Maintenant, les dispositions ont été prises. On a eu une première séance d'information, de sensibilisation avec leurs gestionnaires, c'est-à-dire les leaders et leurs syndicats. Et maintenant, la deuxième étape sera donc de les former par groupe. Après Zégoua, cap sur le cercle de Kadiolo qui abrite d'importantes mines traditionnelles. Une mission du ministère des Maliens de l'extérieur séjourne toujours dans la région de Caille, dans le cercle donc de Caille. Et donc un phénomène, il s'agit du départ des jeunes vers l'extérieur, un phénomène auquel ils veulent mettre fin. Nous écoutons ce reportage de Boubacar Sissoko et de Aliou Touré. Parler de la migration est presque tabou dans les villages où elle se pratiquait depuis fort longtemps. Partout où elle est passée, cette mission a mis l'accent sur l'impact de la migration.
Elle a surtout invité les communautés à prendre conscience des conséquences liées à la migration irrégulière. Ce message a été bien perçu, que ce soit à Kirani, Yelimani et Tambakara. Les populations ont salué la démarche du ministère des Maliens de l'extérieur qui a entamé cette campagne de sensibilisation de proximité. Les jeunes disent qu'ils vont à l'aventure parce qu'il n'y a pas de travail. Donc l'initiative du département qui est de venir expliquer le projet qui a en vue, qui permettra de fixer les jeunes, je pense qu'elle est très salutaire. Que le gouvernement fasse tout pour mettre de l'accent sur l'éducation. Et également, au-delà de cela, nous, dans des zones rurales comme les nôtres, qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse intensifier l'agriculture, également l'élevage, donc également des formations professionnelles. Donc je pense que c'est quelques-unes des activités pour le moment aujourd'hui qui sont dans le plus possible immédiatement envisageables. Lors des échanges, des informations ont été données aux populations sur la politique nationale de migration adoptée par le gouvernement en septembre 2013. L'un des volets phares de la politique nationale de migration, c'est effectivement d'accompagner des montées des projets dans ces localités de départ. Parce que l'État ne peut plus fermer les yeux. Dans le cercle de Pamphlavie, il y a plus de 100 personnes identifiées, noyées dans la Méditerranée. Et on a beaucoup d'autres cas. Mais on se dit qu'on ne peut pas réussir le pari de la lutte contre la migration irrégulière si ce n'est pas accompagné par des projets. Par ailleurs, les populations ont souhaité l'aménagement des cours d'eau et des périmètres. Selon elles, les jeunes n'ont pas d'autres activités productives après les travaux champêtres. Pour les maintenir sur place, il leur faut des activités génératrices de revenus. En deuxième région, après la formation d'un commandant d'unité, le GTA 6 vient de faire sa rentrée solennelle. Bien avant, ce GTA était déjà présent au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro pour la formation des cadres. La formation de l'UITM constitue un vivier d'instructeurs maliens pour assurer le relais. Reportage Brahima Kone. Une prise d'armes au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, marquant la rentrée officielle du GTA 6, aura été bien exécutée. Une belle occasion pour le commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro de mesurer les acquis de la coopération avec l'EITM. Nous bénéficions du point de vue tactique, c'est-à-dire la remise en condition opérationnelle de nos troupes. Aussi, le centre bénéficie à beaucoup d'infrastructures parce qu'il est mis à la disposition des apprenants toutes les infrastructures qui sont nécessaires à ce que l'instruction soit limpide. Ce qui est sûr, l'UTM ne restera pas au Mali éternellement. Donc déjà, avec leur présence, il faut que nous profitions de leur présence ici au Mali pour former nos officiers, nos sous-officiers à ces missions d'instructeurs de formation capables de remplacer valablement l'UTM. Le GTA 6, qui recevra bientôt son nom de baptême, a déjà fait 2 semaines de formation. Les instructeurs ont déjà apprécié la motivation et l'engagement des cadres et de leurs chefs de corps. Depuis le début de la semaine, nous avons également mesuré l'implication de la totalité du GTA 6 et observé une très belle troupe disciplinée. Le GTA 6 est le deuxième qui sera formé dans le cadre du second mandat de l'EITM. Du bon rythme, 5 ONG maliennes viennent de bénéficier du Fonds canadien d'initiative locale d'une valeur de 45 millions de francs CFA pour officialiser l'événement. Une cérémonie de signature officielle des accords de contribution a eu lieu à l'ambassade du Canada au Mali. Reportage Lamine Keïta. Cette signature de convention d'un montant total de 45 millions de francs CFA entre dans le cadre du financement annuel des projets d'aide au développement dans les pays les moins avancés par l'intermédiaire du Fonds canadien d'initiative locale. Cette année, 6 critères ont prévalu pour le choix des 5 ONG maliennes. Ce sont entre autres la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales, la prévention de la violence sexuelle et du mariage précoce. Il s'agit du Fonds canadien d'initiative locale. L'initiative locale dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la société civile, on s'adresse à des groupes communautaires qui sont
qui sont intéressés à faire avancer leur cause par des petits projets qu'on finance. La porte-parole des bénéficiaires a salué les partenaires canadiens pour ce soutien combien important pour leurs micro-projets. Les fonds seront déployés pour les formations et les sensibilisations des petites filles à l'école sur les droits et les devoirs vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société et vis-à-vis des enseignants. Le Fonds canadien d'initiative locale est un programme qui appuie des micro-projets à court terme proposés et mis en œuvre par des ONG locales. Il permet de renforcer les liens du Canada avec la société civile. Le Conseil national de la société civile et ses partenaires ont célébré la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La rencontre a eu lieu au gouvernorat du district de Bamako sous le thème accès à l'eau et aux bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Lutter contre la pauvreté, les inégalités et pour l'amélioration des conditions de vie des populations est l'objectif du Conseil national de la société civile. À cet effet, il a organisé une conférence débat à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La session a regroupé les ménagères, les décideurs et les partenaires techniques et financiers. Si on veut parler de pauvreté, il faut absolument parler de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, de la sécurité alimentaire et de la nutrition. C'est des éléments fondamentaux. C'est des droits fondamentaux que nous essayons vraiment de revendiquer auprès de nos gouvernements, auprès de nos partenaires. L'accès à l'eau et aux bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement freine considérablement certaines maladies. C'est pourquoi la société civile a présenté un document appelé le positionnement du Mali sur l'agenda de développement post-2015. Par rapport à l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, que nous avons remis officiellement aux représentants du ministre de la Solidarité et de la Reconstruction des régions du Nord pour transmission. Et nous attendons du gouvernement un engagement beaucoup plus fort. Cette démarche de la société civile encourage à coup sûr les décideurs à intégrer les voix des personnes les plus touchées dans la mise en place d'un programme de transformation. Les responsables de la fédération de la filière avicole du Mali étaient face à la presse mercredi. Objectif, faire connaître les potentialités de l'aviculture au Mali. Selon les statistiques de la FIFAM, le secteur a généré plus de 100 milliards en 2014. Moussa Fani, compte rendu. La filière avicole est un secteur économique et pourvoyeur d'emplois selon les responsables de la Fédération d'intervenants de la filière avicole du Mali. Elle contribue également à la sécurité alimentaire. Les pratiquants sont préoccupés par les problèmes d'importation du produit avicole dans notre pays, qui, selon eux, entraînent la mévente sur le marché national. On peut dire que nous sommes autosuffisants par les investissements privés que les privés ont voulu faire. Ils ont investi des milliards, non seulement dans tous les secteurs du domaine avicole, que ce soit la production de chair, la production d'œufs, la production d'aliments, même la production de poussins, que nous sommes un peu en retard. Nous avons beaucoup fait. La Fédération d'intervenants de la filière avicole du Mali sollicite l'accompagnement de l'État pour l'instauration d'un fonds de garantie pour les producteurs avicoles. Ce que nous attendons de l'État est qu'il nous aide, par exemple, par l'instauration de fonds de garantie pour les producteurs. Les agriculteurs eux-mêmes peuvent contribuer à constituer ce fonds de garantie par le prélèvement vraiment, non seulement au niveau du cordon douanier, mais au niveau également de la Direction nationale des services vétérinaires, qui aujourd'hui aucun poussin ne rentre au Mali sans autorisation. Le Mali compte plus de 2000 fermes avicoles qui emploient plus de 13 000 travailleurs permanents. Sur un tout autre sujet, une importante quantité de cocaïne a été saisie à l'aéroport de Bamako-Sénou par la brigade des stupéfiants. Les contrevenants sont de nationalité étrangère. Les produits prohibés ont été présentés à la presse au siège de la structure de contrôle. Batraoré, reportage.
de la cocaïne en plaquettes et en capsules pour une valeur marchande de plus de 100 millions de francs CFA. Voilà le butin de chasse de l'Office central des stupéfiants. Ces produits prohibés ont été saisis à l'aéroport Sénou de Bamako sur 2 Nigérians et une Sénégalaise en transit. Les trafiquants ne peuvent pas être présentés à la presse pour des raisons d'enquête. Le chef de la cellule aéroportière anti-trafic antenne de Bamako pense que le trafic de drogue est à la baisse par rapport à 2013. Car cela ne tienne, le combat n'est pas encore gagné et un renforcement du dispositif de contrôle s'impose. Pour cela, il faut dynamiser la structure et mieux motiver son personnel. Le capitaine Alader Yoro Maïga, chef de la cellule aéroportière antenne de Bamako, d'ajouter que ces produits prohibés sont très dangereux pour la population. Ils sont à cet effet destinés à la destruction. Sport à présent, hier au stade de Modibo Keïta, au compte de la deuxième journée, le Mamaïra AC de Kati a été battu par le CSK 2-0. En seconde heure, l'AS Bakaridjan a eu raison sur l'AS Police par le minimum d'1-0. Compte rendu des deux rencontres avec Mamoudou Dante. Battu 2-0 à domicile lors de la première journée en Ligue 1 par les Niana de Koulikoro, l'AS Bakaridjan a démarré cette deuxième journée face à l'AS Police avec beaucoup plus de concentration et d'engagement. Après 80 minutes de jeu égal entre les deux formations, il a fallu une balle arrêtée pour l'AS Bakaridjan pour ouvrir le score à la 81e minute par Abdoulaye Bankoura. Ce match-là, je pouvais remporter à 2 buts ou bien à 3-0 maximum. Mais c'est le football. L'essentiel, c'est les 3 points. Je crois que nous, on a un problème au niveau de notre ligne d'attaque qui va trouvera rapidement une solution à ça avant les prochaines journées. À part ça, je pense que les autres comportements, ils se sont bien comportés. Mais... L'AS Bakaridjan a désormais 3 points en attendant la 3e journée et l'AS Police reste à 1 point. Auparavant, comme en 2002, lors de la première journée de la Ligue 1, le Mamaïra AC de Kati a perdu 2-0 contre le CSK. L'histoire se répète donc. Devant une équipe bien en place, le Mamaïra AC n'a pas pu sortir le grand jouet. Dès la 15e minute, bien servi par Abdoulaye Tangara, Sidi M. Keïta trouve le chemin des filets. Dans la suite logique de cette domination en seconde période, Moussa Keïta assure le deuxième but à la 85e minute. Ainsi, le Mamaïra AC concède sa première défaite en Ligue 1. Pour un début, ça va être très difficile parce que les enfants ne parviennent pas à s'y mettre. Donc, tu vois qu'on sent un peu, ils sont un peu fatigués parce que jouer la première division, ce n'est pas trop facile. Ils n'ont pas appris ça, mais c'est dans l'apprentissage qu'ils vont apprendre. D'ici la 3e, 4e journée, ils vont s'adapter. Mes garçons, ils ont respecté mon plan de jeu qui était basé quoi? De presser l'adversaire plus haut tout en les poussant à perdre le ballon dès les 15 premières minutes jusqu'à obtenir la satisfaction. Je pense que je félicite les garçons qui ont donné le meilleur d'eux tout en respectant les consignes données. Après 2 journées disputées, le CSK décroche ses 3 premiers points et les Catois restent à 0 points moins 3. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 13h, retrouvez Amara Malé Diallo. Je serai là sur Platadier pour l'édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.